Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. On avait fait il y a quelques semaines déjà un premier épisode FAQ où je répondais à vos questions. C'était un beau succès à la fois en termes de questions, je trouvais que les questions étaient vraiment intéressantes. En termes de contenu, je pense, ça a apporté pas mal de valeur pour vous, j'ai eu des bons retours. Et en termes d'audience, ça a bien marché, notamment sur la chaîne YouTube qui s'appelle Podcast Marketing Mania, où l'épisode a bien fonctionné. Et donc du coup, je vais essayer de régulariser ce système de FAQ pour prendre vos questions et répondre à vos questions. Donc j'ai fait récemment un appel à questions sur la chaîne YouTube Marketing Mania et aussi sur la chaîne YouTube Podcast Marketing Mania. Et j'ai reçu vos questions, je les ai triées. Je n'aurai malheureusement pas le temps de répondre à tout le monde. J'ai sélectionné les questions qui me semblaient le plus intéressantes pour un grand nombre de personnes, qui donnaient une bonne variété de sujets. Je vous donnerai à la fin de ce podcast une adresse email à laquelle vous pouvez envoyer vos questions pour la prochaine FAQ. Une petite note à ce sujet, c'est que si je n'ai pas répondu à votre question, ne la renvoyez pas. Ne renvoyez pas deux fois la même question parce que les questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cet épisode, il y en a beaucoup que j'ai mis en attente pour pouvoir être inclus potentiellement dans un futur épisode. Donc, si vous envoyez plusieurs fois la même question, ça ne sert à rien et ça va encombrer notre process. Donc, voilà, les questions qui ont été envoyées ont été conservées si elles sont intéressantes et pourront être traitées dans un prochain épisode. Je vous donnerai l'adresse email à la fin de cet épisode pour envoyer vos questions. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Donc, j'ai sélectionné les meilleures questions. On aura première question qui sera comment trouver une idée de contenu originale, mais qui peut toucher beaucoup de monde. On parlera ensuite de comment assembler une équipe compétente pour implémenter votre idée. On parlera de comment gérer les aspects techniques du business en ligne sans galérer. On parlera de comment démarrer une agence marketing quand on n'a que 19 ans. On parlera de comment devenir plus à l'aise socialement, à la fois dans la vie et à la fois dans le business. On parlera de comment tirer le maximum de son école de commerce. J'ai eu plusieurs étudiants en école de commerce qui m'ont posé une question pour cet épisode. Et comme j'ai une expérience personnelle là-dessus, je vous parlerai de comment tirer le maximum de l'école, comment vous démarquer parmi les autres étudiants et comment éviter les erreurs lors d'un premier stage. On parlera de s'il faut créer un business à son propre nom ou avec un nom de marque. Et finalement, je vous parlerai de mes idées folles pour Marketing Mania, les choses que j'ai envie de faire et qui pourraient faire beaucoup de bruit, mais que je n'ai pas encore le temps ou la logistique pour implémenter. Sur ce, on démarre avec la première question. Comment trouver une idée de contenu assez originale pour être différente des autres, mais qui permette aussi de toucher beaucoup de monde ? Merci Nassim pour ta question, bien concise, tout à fait droit au but. C'est une question qu'on n'a même pas eu besoin de remonter derrière, donc c'est parfait. Donc, comment est-ce que tu fais pour trouver une idée de contenu qui est à la fois originale et qui peut toucher beaucoup de monde ? Pour moi, la meilleure manière de le faire, c'est de choisir un sujet sur lequel les gens ont déjà un intérêt, une niche qui a déjà été prouvée, et innover dans le format de ton contenu. Donc, par exemple, moi, quand j'ai voulu percer dans le domaine de la séduction, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un podcast. J'avais aussi un blog avec des articles, quelque chose qui était déjà très connu à l'époque, très courant, mais j'ai été un des premiers à faire un podcast. Et ça m'a bien aidé à me différencier. Pourquoi ? Parce que si tu fais un article de blog, c'est compliqué de faire quelque chose de largement meilleur qu'un autre article de blog. Mais si tu fais un podcast, tu joues dans une cour qui est essentiellement totalement différente et tu occupes un espace dans la vie de ton prospect qui est totalement différent, puisque tu peux être écouté dans les transports, pendant qu'il fait la vaisselle, pendant qu'il est au sport. Tout ça, on connaît les bénéfices du podcast. Mais si tu es la seule personne à pouvoir être écoutée dans cette situation, eh ben, il va pouvoir lire X blog de séduction, mais il va aussi peut-être écouter ton podcast. Essentiellement, quand je suis arrivé sur Marketing Mania, j'ai fait la même chose quand j'ai lancé directement un podcast, quelque chose qui était à l'époque relativement rare dans cette thématique. Donc ici, comment est-ce que tu vas trouver ces idées de format ? Et quand je dis format, je ne dis pas seulement plateforme. Ici, je t'ai parlé de l'idée d'un podcast, mais quand je suis arrivé par exemple sur YouTube avec Marketing Mania, j'ai établi un format qui était nouveau. La plateforme était la même, il y avait déjà beaucoup de gens qui parlaient de marketing, d'entrepreneuriat sur YouTube. Mon format était différent. Mon format, c'est quoi ? Sur Marketing Mania, c'est un format d'analyse très écrit, très monté. Si tu regardes la plupart des gens qui te parlent de marketing et d'entrepreneuriat sur YouTube, ils font un format qui est similaire, c'est-à-dire qu'ils ont un sujet, souvent c'est un sujet qui est centré autour d'un certain mot-clé, ils s'assoient face à la caméra et ils te parlent de ça, et ensuite, voilà, ils publient la vidéo comme ça.
ce qui est en soi un bon format, mais c'est un format qui est un peu monolithique et que tout le monde fait un petit peu. Donc moi, la raison pour laquelle aujourd'hui ma chaîne a 180 000 abonnés, et c'est la plus grosse chaîne dans cette thématique, c'est parce que j'ai été chercher un nouveau format. Qui plus est un format sur lequel ma personnalité fonctionne et j'ai un avantage. Si tu regardes un mec, par exemple, comme Anthony Nevo, qui fait des vidéos totalement différentes que moi, lui, il a une force qui est un grand dynamisme dans sa personnalité, une grande énergie. Donc, il mise là-dessus pour différencier ses vidéos, et c'est ça qui l'a aidé à fonctionner sur YouTube. Donc, ici, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux te différencier, non pas sur la thématique, en allant chercher une thématique dont personne n'a jamais entendu parler, puisque s'il n'y a pas déjà une audience de base sur cette thématique, c'est compliqué de monter cette audience, puisque où est-ce que tu vas aller la chercher? C'est pas impossible, mais c'est relativement compliqué. Alors que sur une audience, sur une thématique où il y a déjà beaucoup de trafic, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent, il y a une certaine ébullition, eh bien là, tu peux essayer de proposer quelque chose de différent, soit sur la plateforme comme le podcast, YouTube, blog, soit sur le format, la manière dont le contenu lui-même est construit. Donc, quelques exemples de ça. Tu regardes un mec comme Antoine BM. Antoine BM, à l'origine, aujourd'hui, il a fait 40 trucs différents, il a une carrière, il a rebondi sur 50 idées différentes, enfin pas sur des idées différentes, mais sur des manières de travailler qui sont différentes, en passant de YouTube au podcast, aux emails quotidiens. Mais si on regarde la manière dont il a décollé à l'origine, il a décollé sur YouTube, en parlant d'entrepreneuriat, de monter son business, etc. Donc essentiellement un sujet qui a été vu et revu. Son innovation d'origine, c'est une innovation non pas sur le contenu, mais sur le format. Sur le format, c'est-à-dire qu'il faisait un système de vlog. Et d'où venait ce système de vlog? Il venait d'un Américain qui s'appelle Casey Neistat. Et si tu reviens aux premières vidéos d'Antoine BM, à l'époque où il a fait son voyage en Asie, à l'époque où moi, je l'ai rencontré pour la première fois et j'ai fait mon premier podcast avec lui, il s'inspire très directement de ce format qui avait été proposé par Casey Neistat. Mais évidemment, Casey Neistat, c'est un mec qui habite à New York, il fait du skateboard électrique, et puis il a un peu sa vie qui est différente. Donc Antoine BM prend ce format, le met dans un contexte totalement différent de je vis de mon business en ligne, je suis nomade digital et je voyage en Asie. Et il te montre un peu son voyage, mais avec les mêmes codes en matière de visuel, en matière de musique, etc. Bien souvent, quand tu commences, c'est compliqué d'innover, de trouver un format complètement différent. Si tu pars de zéro, artistiquement, tu vas souvent commencer par imiter quelqu'un d'autre. Et donc là, il imite Casey Neistat et il trouve un format et ça lui a permis de décoller puisque personne ne mettait ce soin-là et cette énergie-là dans ses vidéos à l'époque sur cette thématique-là. Donc moi, j'ai parlé tout à l'heure de mon exemple, mais en fait, ma chaîne à l'origine a été inspirée de chaînes américaines qui parlent notamment de cinéma et qui vont écrire des vidéos très écrites, très montées, où ils vont analyser des films en profondeur. Notamment une chaîne qui s'appelle le Nerdwriter, qui est une chaîne très populaire anglophone. Il y en a quelques-unes. Il y en a une qui s'appelle Every Frame a Painting. Il y en a une qui s'appelle Now You See It. Et maintenant, c'est un format qui s'est beaucoup développé dans le milieu de la critique de films, notamment aux États-Unis. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je pouvais importer ce format très travaillé, très écrit dans le domaine du marketing. Et ça a donné ma chaîne. Donc ça m'a permis de trouver un nouveau format en m'inspirant de ce qui se faisait ailleurs. Tu as quelqu'un par exemple comme Chris Capongo, qui a une chaîne qui s'appelle Iconic, où il parle de rap. J'ai fait un podcast aussi avec lui que tu peux aller réécouter. Chris Capongo, il a aussi trouvé un format particulier d'analyse qui est en fait assez proche du mien, mais un format d'analyse qu'il a appliqué sur une thématique où il y a déjà bien sûr un intérêt, c'est la thématique du rap. Et quand tu regardes comme ça tous les formats qui fonctionnent, tous les youtubeurs qui cartonnent, tu te demandes, tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'appliquais ce format-là dans une toute nouvelle thématique? Qu'est-ce qui se passerait si je faisais un système de vlog, par exemple, à la Gary Vee? Gary Vee, c'est un entrepreneur américain qui a la particularité d'avoir quelqu'un qui est avec lui tout le temps et qui le filme toute la journée et qui va publier essentiellement des vlogs de sa journée, mais qui sont filmés. Tu vois. Qu'est-ce qui se passait si tu faisais ça, mais dans la niche du jardinage, dans la niche de la séduction, tu as tout ce que tu veux. Tu peux réfléchir à comment est-ce que tu déclinerais ce format-là dans différentes niches. D'autres exemples qui sont intéressants, donc là je t'ai parlé du modèle de la documentation, du vlog. Un modèle qui est intéressant, qui émerge récemment, c'est le modèle du docu-series avec une espèce d'enquête, une espèce de documentaire révélateur publié sur YouTube. Donc le mec qui a été pionnier là-dessus et qui a démonté le YouTube Game aux États-Unis sur l'année 2018, c'est un mec qui s'appelle Shane Dawson, que tu peux trouver. La chaîne s'appelle juste Shane, S-H-N-E, et tu regardes, il a fait des séries de vidéos, notamment une série de vidéos sur Jake Paul, et tu regardes les vues sur ces vidéos, c'est absolument délirant. Ça fonctionne
pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails, mais ça fonctionne notamment sur la durée de visionnage sur YouTube qui est devenue très importante. Donc moi, je me pose la question, je vois ça, je me pose la question, c'est comment est-ce que je pourrais faire le même format, mais sur la thématique de l'entrepreneuriat, du marketing? Comment est-ce que je pourrais faire cette espèce d'enquête de docu-series avec une grosse durée de visionnage, des épisodes de 45 minutes, super travaillés, super montés, avec de l'enquête un peu limite à ce qu'on pourrait voir sur un documentaire Netflix, avec une certaine valeur de production. Mais est-ce que je pourrais m'inspirer de ça et le faire dans une autre thématique? Un autre format de vidéo qui est bien connu, c'est des vidéos de réaction. Donc, tu réagis à quelque chose. Donc, ça, c'est beaucoup fait dans le domaine du divertissement. Ça, c'est beaucoup fait dans le domaine que je vais appeler la guerre de culture, c'est-à-dire soit tu es féministe et tu réagis à des vidéos de gens et tu dis ah là là, et c'est des sales sexistes et il faut leur péter la gueule, ou alors c'est l'inverse, tu es un anti-féministe et tu réagis aux vidéos de féministes en disant ils sont tous dingos, le monde part en couille. Donc ici, tu es sur des vidéos de réaction et de commentaires et d'analyse et le format fonctionne parce que il se renouvelle grâce au fait que tu vas réagir à quelque chose et grâce au fait qu'il peut surfer sur différentes tendances. Donc une chaîne par exemple qui a vraiment perfectionné un format très particulier de vidéo de réaction. C'est une chaîne qui s'appelle H3H3 Productions aux États-Unis, que tu peux aller voir. Et par certains aspects, j'étais aussi inspiré par leur modèle. Alors eux, ils font des vidéos d'humour, ils font des vidéos de réaction avec des espèces de sketchs, etc. Donc si tu compares les vidéos que moi je fais, c'est totalement différent. Mais cette idée que chaque vidéo va être centrée autour d'un certain élément de contenu que tu vas analyser, auquel tu vas réagir, c'est un format qui m'a intrigué et c'est un format que j'ai essayé de reproduire très rapidement sur Marketing Mania. Deuxième question d'un expéditeur qui s'appelle Nablezone. On va supposer que c'est un nom. J'ai beaucoup d'idées de business sur Internet. Certaines germent depuis des années et sont améliorées au fil du temps, mais restent à l'état d'idées. D'autres sont concrétisées par quelqu'un d'autre et je suis toujours frustré de découvrir dans la nature une idée que j'ai eue. Mais voilà, je suis tout seul avec mes ambitions et je n'ai jamais toutes les compétences nécessaires pour les concrétiser. Tandis que je n'ai aucun mal à montrer que certaines idées sont bonnes, il m'est plus difficile de rassembler autour d'elles et de trouver des personnes voulant bosser avec moi pour les concrétiser. Alors, à part leur donner un salaire immédiat, que faire pour rassembler des personnes compétentes autour d'une idée? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une personne qui est compétente, qui a une certaine compétence, donc par exemple ici on pourrait supposer que tu cherches à développer des logiciels, des applications web, donc tu cherches à travailler avec un développeur. Une personne qui est compétente, un développeur qui a ces compétences-là, va être en forte demande. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu apportes à cette personne d'autre qu'une idée? Le problème, c'est que les idées, essentiellement, ne valent rien. On peut croire que le rôle d'un entrepreneur, c'est d'avoir une bonne idée, parce que c'est ça qu'on voit de l'extérieur. Mais en fait, le rôle d'un entrepreneur, c'est d'exécuter. Un entrepreneur qui n'a pas en soi les compétences techniques nécessaires dans le business, son rôle, c'est d'exécuter. Et si on regarde une définition peut-être un peu plus technique, un peu plus académique de l'entrepreneuriat, en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est prendre des ressources et les utiliser d'une manière différente pour créer plus de valeur. Donc, si tu prends l'exemple de quelqu'un qui ouvre un magasin, il va utiliser quoi comme ressource? Il va utiliser une ressource financière, un certain capital qui va lui permettre d'ouvrir le magasin, de payer la caution, de rénover le magasin, etc. Il va utiliser une autre ressource qui est le lieu, l'espace dans lequel il se trouve. Il va utiliser une troisième ressource qui va être le temps de ses employés. Et le magasin va être rentable si le produit de toutes ces ressources, donc l'opération du magasin au quotidien, va apporter plus de valeur que ce que ça coûte. Voilà. Donc c'est la manière dont une économie de marché fonctionne et la manière dont une économie de marché va distribuer les ressources. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que si tu es un entrepreneur, tu ne veux pas juste attendre que les gens te donnent les ressources en montant sur ton projet. Il faut que tu aies pu démontrer à l'avance que tu as quelque chose à apporter et que ton projet a de la viabilité. Et plus les gens sont compétents, plus ils vont être en demande, moins ils vont être à même de se lancer sur un projet qui est totalement non prouvé. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup constaté en école de commerce, c'est-à-dire que des gens vont s'associer pour monter une idée, alors qu'ils ont tous la même compétence, vu qu'ils ont fait la même école de commerce, et personne n'a probablement la responsabilité d'exécuter sur ses épaules. Et du coup, c'est des projets où il ne se passe pas grand-chose. Rien ne se débloque vraiment. Donc la solution ici, c'est que si toi, tu es la personne qui apporte l'idée, tu dois aussi apporter l'exécution. Et comment est-ce que tu vas prouver que tu es capable d'exécuter? Il y a deux solutions. Soit tu as déjà par le passé créé un projet pour lequel tu as eu un certain succès et tu peux démontrer que tu as exécuté des choses. Donc ça, c'est déjà une preuve de tes compétences. Ou alors, tu
a déjà commencé le projet, et le projet est en cours, et le projet commence à donner des bons signes. Donc ici, le problème, c'est un problème de fait de la poule. C'est-à-dire, comment est-ce que je commence mon projet si j'ai besoin des gens avec des compétences pour le monter? Peut-être que tu essaies de monter un projet qui est trop complexe. Peut-être que tu ne devrais pas essayer de monter un projet qui demande 12 développeurs si tu n'as fait aucune expérience entrepreneuriale auparavant. Tu devrais commencer par un projet que tu peux monter tout seul. Dans bien d'autres cas, avant que le projet ait besoin des 12 développeurs, il y a moyen de le faire de manière plus simple. Il y a moyen de le faire peut-être même à la main. Il y a moyen de le faire avec des freelances que tu veux payer au fil du temps. Il y a un moyen de faire financer le projet par tes clients en commençant petit et en allant directement démarcher les clients et leur vendant le projet. Et encore une fois, là, tu fais preuve de dynamisme entrepreneurial en montrant que tu es capable d'exécuter. Notamment si on parle de développeurs. Les développeurs ont souvent ce problème qu'ils ne savent pas exactement comment positionner, comment monétiser leur travail. Donc, ce qu'il leur faut, ce n'est pas quelqu'un qui a des bonnes idées. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui est capable d'exécuter, d'aller chercher les clients, d'aller faire la vente, d'aller faire que quelque chose se passe. Donc, le meilleur conseil ici, c'est de commencer par démarrer des choses et par démontrer un dynamisme, démontrer tes propres compétences d'exécution en montant des projets tout seul et soit après utilisant ces projets pour démontrer ta compétence à d'autres personnes et leur dire que voilà, j'ai fait ça, maintenant on va faire ça tous les deux. Et là, ça peut être intéressant puisqu'ils ont déjà vu que tu étais capable de faire des choses. Ou alors, de les faire venir à bord un peu plus tard sur ton projet au moment où tu commences à avoir des signes de vie sur le projet, que les choses commencent à décoller et que tu as besoin d'autres personnes et d'autres compétences pour solidifier le projet. Salut Stan, je galère actuellement autour des outils et plateformes essentiels pour le démarrage de ma ligne d'affaires web. Je parle ici des incontournables comme la facturation, la gestion de ta communauté, de tes communications et campagnes et leur intégration ou non-intégration. Comment as-tu abordé ce chantier? Comment est-ce que ça a évolué depuis les 24 derniers mois? Et peux-tu nous partager des échanges que tu aurais eus à ce sujet avec tes collaborateurs, partenaires et ou invités? Merci beaucoup. Donc, merci Dany pour ta question. C'est une bonne question parce que moi, j'ai une philosophie assez spécifique à ce sujet. C'est une philosophie que j'appelle le minimalisme technique. L'idée du minimalisme technique, c'est que dans la base, il y a beaucoup d'outils qui sont proposés dans le domaine du marketing web et ils semblent tous plus attirants les uns que les autres. Dans la pratique, et pour avoir monté des business en ligne pendant, maintenant ça va faire 6 ans, et en ayant utilisé toutes sortes d'outils, ce que tu vas découvrir, c'est que plus tu utilises d'outils différents, plus tu vas introduire de problèmes potentiels, puisque chaque outil peut avoir son propre bug. Et plus tu as d'outils qui doivent se parler les uns les autres, plus tu as d'intégration nécessaire entre les outils, plus tu vas introduire du risque que l'intégration ne fonctionne pas et que ça doit être résolu, ou que les choses changent, ou que les choses se déconnectent, etc. Le meilleur exemple de ça, c'est les plugins WordPress. C'est attirant sur WordPress d'installer 50 plugins sur ton site. Le problème, c'est qu'il est fréquent que des plugins aient une interaction négative, c'est-à-dire qu'un plugin bug avec un autre plugin. C'est relativement difficile à déterminer d'où vient le problème. Donc, tu dois vraiment faire une enquête, retirer un plugin, activer l'autre et comprendre où est l'interaction. Et bien souvent, ce que tu remarques, c'est que ces plugins, au final, ne sont pas vraiment indispensables et tu les as installés parce qu'ils avaient une fonction cool. Et tu te dis, j'ai rien à perdre, c'est gratuit, j'installe le plugin et boum, ça me fait une fonction intéressante. Maintenant, si tu prends en compte le fait que chaque plugin que tu installes, si tu as déjà 12 plugins, maintenant tu en as un 13e et maintenant 12 possibilités que ce plugin ait une interaction avec le suivant, et chaque plugin que tu ajoutes augmente le risque qu'il y ait une interaction négative entre tes plugins, tout d'un coup tu comprends qu'il y a un risque, et donc tu peux souscrire à cette philosophie du minimalisme technique, qui est essentiellement de dire je vais uniquement utiliser les choses dont j'ai vraiment besoin. De la même manière que dans ta vie, le minimalisme de tes objets, c'est de uniquement transporter les objets dont tu as vraiment besoin et de te débarrasser de tout le reste ou de ne pas acheter tout le reste. Donc, ici, le point supplémentaire, on va dire, de business qui est intéressant, c'est le concept d'optimisation prématurée. L'optimisation prématurée, c'est que tu vas chercher à rendre un système parfait trop tôt. Pourquoi est-ce que c'est trop tôt? C'est trop tôt parce que tu peux fonctionner avec un système qui est imparfait ou parce que le système n'est pas encore vraiment fait. Donc, si tu prends l'exemple d'un système dans ton business que tu voudrais automatiser avec des outils, combien de temps ça te prendrait de le faire à la main? Si ça te prend 5 minutes par semaine de le faire à la main, probablement ça n'a pas besoin d'être automatisé. Et tu peux l'automatiser qu'au moment où ça devient ingérable de le faire à la main, ou le moment où l'automatiser gagne plus de temps que de ne pas l'automatiser. Donc par exemple, si tu as un processus de vente que tu veux automatiser,
et que actuellement tu n'as pas un gros flux de clients qui viennent à toi. Et tu as 3 clients par semaine qui viennent à toi. Tu n'as pas besoin de passer des heures et des heures à automatiser ton processus de vente, te galérer avec des outils, à risquer qu'il y ait des bugs, des intégrations, des machins. Autant le faire à la main. C'est un peu fastidieux, mais au moins, tu es plus flexible puisque tu n'as pas besoin de rechanger tout le process si ton processus de vente change et tu ne prends pas le risque d'avoir ces bugs et ces interactions négatives. Un autre exemple réel qui vient de Marketing Mania, c'est que récemment, on avait un léger problème technique qui était le suivant. Quand les gens vont rejoindre mon forum Marketing Mania Insiders, ils vont avoir un essai gratuit pendant un certain temps et ensuite ils vont payer un certain prix pour une certaine période d'accès. Donc mettons, ils vont payer un prix trimestriel. Mais les 3 premiers mois sont gratuits. Ce qu'on a découvert, c'est que, évidemment, on te permet d'entrer dans la communauté pendant 3 mois et ensuite de ne pas continuer à payer. Et si tu veux être sûr de ne pas avoir besoin de renouveler ton abonnement, tu peux, dès le premier jour où tu rentres, dire bon voilà, moi je vais faire les 3 mois qui sont gratuits et qui font en fait partie d'une formation que j'ai achetée, mais ensuite j'ai pas envie de renouveler. Et donc je veux que vous annuliez mon abonnement immédiatement. Ce qu'on a découvert, c'est que si on annulait immédiatement le renouvellement de ce client, en fait son essai gratuit était automatiquement terminé. Donc il perdait l'accès aux 3 mois qu'il devait avoir gratuitement. C'était un problème et on s'est dit mais tiens, comment est-ce qu'on peut automatiser ça? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la personne soit retirée exactement au moment, etc. Au final, on a réalisé que ça concernait que quelques dizaines de personnes peut-être par mois qui faisaient cette annulation de manière prématurée et que donc la manière la plus simple de le faire, c'est tout simplement quand la personne nous dit je veux arrêter et je ne veux pas renouveler l'abonnement, souvent il le fait dès le premier jour de son accès puisqu'il veut être sûr de ne pas être facturé à la fin des 3 mois. Et dans ce cas-là, on va pas annuler le truc directement, on va mettre à la main un rappel pour que mon assistant puisse 3 mois plus tard, le dernier jour, annuler le truc. Et au final, on a fait ça à la main. Et c'est clair que si on avait aujourd'hui 1000 personnes par mois qui sont dans cette situation, ça ne serait pas un truc qui est tenable. Et donc, du coup, on devrait trouver un moyen automatique de le faire. Mais le faire aujourd'hui, quand il y a entre quelques dizaines de personnes par mois qui sont concernées, et peut-être une centaine maximum, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont rester ou des gens qui vont annuler au dernier moment, c'est la manière la plus simple, la plus élégante de le faire. Et puis bien sûr, quand tu es sur un truc d'humain avec un rappel simple, un truc très minimaliste au point de vue technique, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème d'intégration. Donc ça, c'est ma philosophie au niveau de la technique. Je pense qu'il y a quelques éléments qu'on peut rajouter. D'abord, de choisir des valeurs sûres en matière de logiciel. Moi, je vais souvent avec un logiciel qui est leader dans son domaine, plutôt qu'aller sur un petit logiciel qui coûte peut-être un peu moins cher, mais qui va moins bien s'intégrer. Donc plus un truc est utilisé, mieux il va être intégré avec d'autres outils. Il faut aussi comprendre la valeur de son temps. C'est-à-dire que je vois souvent des gens qui galèrent avec des solutions qui tiennent avec des bouts de ficelle pour économiser au final 10, 20, 30 euros par mois. Si vraiment c'est 10, 20, 30 euros par mois, si tu en as besoin pour acheter de la nourriture, je comprends que tu le fasses avec des bouts de ficelle, c'est vraiment aucun budget. Mais dans la plupart des cas, il vaut mieux payer 30 euros par mois, être tranquille et pas avoir un truc qui va se casser la figure tous les 3 jours et qui va te prendre des heures à débugger. Donc c'est pour ça que je vais avec des logiciels qui sont leaders dans le marché. Donc mon setup actuel, il est très simple, relativement simple. Il fonctionne sur 4 piliers majeurs. Le premier, c'est Lead Pages, une application qui te permet de créer des pages de capture et qui crée aussi mes pages de vente. Le deuxième, c'est ActiveCampaign, qui fait toute l'automatisation en back-end au niveau de l'email marketing notamment. Le suivant, c'est Thrivecart, un outil de shopping cart qui me permet de prendre les paiements et de gérer les facturations. Et le dernier, c'est Wishlist Member, qui est un plugin WordPress que j'utilise pour gérer les accès de mes membres. Tu verras que dans ces 4 piliers, je n'ai même pas mentionné WordPress. Évidemment, j'ai un site WordPress, marketingmania.fr, fonctionne sur WordPress. Mais je fais très peu de choses sur WordPress, j'ai très peu de plugins sur WordPress et c'est pas un pilier qui est important et j'essaye de pas faire des choses sur WordPress parce qu'il s'intègre pas forcément bien avec tout le reste. Donc pour qu'on puisse me convaincre à ajouter un outil à ces piliers-là, il y a d'autres petits outils que j'utilise qui sont utiles, il va falloir me démontrer une grosse valeur et me montrer que c'est vraiment indispensable. Et si les choses ne sont pas indispensables, soit essayer de le faire avec les outils que j'ai actuellement pour éviter les intégrations, les bugs, ou alors on va le faire à la main jusqu'au point
où ça devient ingérable de le faire à la main. Et là, on va décider que le bénéfice d'automatiser ça avec un outil est supérieur au coût que ça nous prend, avec le risque de bug, avec le temps d'intégration, avec le risque que le truc soit mis à jour et ne fonctionne plus aussi bien. Dernière petite chose là-dessus, il y a un outil qui est miraculeux, qui te permet de tout intégrer avec tout, et qui s'appelle Zapier, Zapier. Si tu n'as pas entendu parler de Zapier, si tu n'as pas exploré les possibilités de Zapier, ça te permet d'intégrer tout avec tout de manière très simple. Voilà, ça contredit un tout petit peu ce que je dis par avant, c'est-à-dire qu'avec Zapier, tu vas chercher à faire des intégrations et à faire des trucs, mais généralement, ça fonctionne très bien. Si tu as quelque chose à automatiser plutôt que d'avoir un énième outil, Zapier peut remplacer des centaines et des centaines d'outils en fait, sur les automatisations qu'il peut faire. C'est très puissant et ça s'intègre très bien. Ça ne bug pas parce que leur seul fond de commerce, Zapier, c'est d'intégrer des outils. Donc leurs intégrations fonctionnent généralement très bien. Moi, je me sers par exemple de Zapier pour automatiser beaucoup de choses sur mes réseaux sociaux, etc. Qui autrement devrait être fait avec un énième outil qui devrait être maintenu, qui devrait être intégré, etc. Et Zapier le fait très bien. Donc Zapier peut rentrer dans l'optimisation prématurée en faisant des machines à gaz, ce que je te déconseille, ou alors il peut être utilisé pour remplacer d'autres outils et simplifier les tâches et éviter les erreurs sur des process qui sont répétés. Question suivante nous vient de Tom. Bonjour Stan, tu as parlé du fait que tu étais plutôt timide à une époque. Pourrais-tu nous dire comment tu es devenu plus à l'aise socialement ou encore avec les femmes ainsi que l'impact que cela a eu sur ton business? Donc, ici on est sur un problème, en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ce problème évidemment puisque j'ai commencé avec un site qui s'appelait Séduction Academy dont la proposition de valeur c'était d'aider les hommes timides à gagner en confiance et à mieux réussir avec les femmes. Ce que j'ai découvert c'est que tu as ici un problème circulaire et c'est valable dans la séduction, mais c'est aussi valable au niveau du business. C'est-à-dire que si tu bases ta confiance en toi sur l'image que les autres ont de toi, c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que les gens doivent être impressionnés et te faire confiance et t'apprécier pour que tu aies confiance en toi. D'un autre côté, tu as besoin d'avoir confiance en toi pour pouvoir aller vers les autres, démontrer tes compétences, être apprécié, etc. Donc tu as un problème qui est circulaire. La solution à ça, c'est de ne pas baser ta confiance en toi sur l'image que les autres ont de toi, mais sur quelque chose d'interne. Quelque chose qui t'appartient, quelque chose que tu peux contrôler. C'est aussi une idée qui est très forte dans le stoïcisme, c'est de ne pas baser ta valeur propre, ton amour propre, sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et la chose que tu peux le moins contrôler au monde, c'est la manière dont les gens réagissent à toi et ce que les gens pensent de toi. Donc, qu'est-ce que tu peux contrôler? C'est par exemple ta vie quotidienne, ta discipline, ton travail, le sport, tes hobbies, tes passions, des choses comme ça. Il faut baser ton identité, qui tu es, non pas sur l'idée que les gens ont de toi, mais sur ce que tu fais, sur ce que tu peux contrôler. Donc, en matière de séduction comme en matière de networking business, quand tu parles à quelqu'un, il doit y avoir quelque chose de plus important dans ta vie que la personne à qui tu parles. Et c'est un piège dans lequel les apprentis séducteurs vont souvent tomber, puisqu'ils se sont construits une vision du monde qui est que la chose la plus importante pour un homme et ce qui valide un homme et ce qui fait que tu réussis et ce qui fait que tu es admirable, c'est de réussir avec les femmes. Le problème, c'est que pour réussir avec les femmes, il faut avoir confiance en soi. Donc, ils sont dans un problème de l'œuf et de la poule qui est que soit on doit développer une personnalité narcissique, totalement dysfonctionnelle, où on se prend pour le roi du monde pour pouvoir séduire, ou alors on se trouve toujours dans une position d'infériorité et qui rend mal à l'aise. Tu peux court-circuiter entièrement ce problème en basant ta confiance en toi, non pas sur le succès que tu vas avoir avec les femmes ou encore une fois dans le networking et ce que les gens pensent de toi. Ici, je parle de l'exemple de séduction parce qu'il était directement mentionné dans la question, mais sur quelque chose d'interne. Et pour moi, le business a été particulièrement utile ici, puisque tu peux baser ta confiance en toi sur tes habitudes de travail, sur ta discipline, sur tes compétences, dans un premier temps. Dans un second temps, évidemment, tu vas fonder cette estime de toi sur tes accomplissements, sur ce que tu as pu faire. Mais bien sûr, au départ, quand tu n'as pas encore accompli des grandes choses, il faut que tu aies quelque chose en interne. Et souvent, je pense que la discipline, l'ambition, les compétences que tu développes sont une bonne manière de développer cette compétence. Dans la vie, quand on sort de l'aspect business, c'est tes hobbies, tes passions, tes intérêts. S'il y a des choses qui t'intéressent bien au-delà de la personne à qui tu as envie de parler, tu seras toujours beaucoup plus intéressant et tu pourras moins être dépendant de l'opinion des autres
ce qui va te rendre paradoxalement plus facile à apprécier. On arrive sur plusieurs questions qui viennent de gens qui sont étudiants en école de commerce et je voudrais faire une petite série de questions à ce sujet. La première question nous vient de Hugues. Toi qui es passé par une école de commerce, quel conseil donnerais-tu à un étudiant en école de commerce pour tirer le maximum d'avantages de son école? Donc, Hugues, je pense qu'ici, il faut que tu comprennes ce que l'école peut t'apporter et ce qu'elle ne peut pas t'apporter. Et à ce niveau-là, le marketing de ton école et la manière dont eux communiquent avec toi est souvent assez trompeur. Donc la première chose qu'il faut reconnaître, c'est que les cours en école de commerce sont majoritairement inutiles. Donc j'ai souvent parlé à des entrepreneurs dans ma vie, certains avaient fait des écoles de commerce, et personne ne te dira « Ah vraiment, mon business, il a été construit parce que Monsieur Dupont en marketing m'a vraiment donné des super conseils. » Donc essentiellement, les cours en école de commerce sont là pour meubler un peu. C'est la meilleure manière que je peux l'exprimer. Sont là pour meubler et parce que c'est une école, donc il faut avoir des cours, mais ne vont pas t'apporter grand-chose. Et ne vont en tout cas rien t'apporter qui n'est pas dans les livres que tu aurais pu lire. Et c'est valable pour le marketing, c'est valable pour la compta, c'est valable pour tout. Deuxième chose à noter, c'est que la majorité des gens en école de commerce sont idiots et sont immatures. Donc on est sur des gens, notamment si tu as fait prépa, mais même si tu n'as pas fait prépa, c'est la même chose. Si tu as fait prépa, tu es sur des gens qui sont sortis du bac, qui ont été au bagne, entre guillemets, pendant 2 ans, qui ont été totalement réprimés dans leurs envies, dans les trucs à faire, et qui se sont dit qu'ils sont arrivés en école de commerce et c'est le moment pour faire la fête comme des fous. Au final, tu vois, je ne vais pas aller cracher là-dessus, mais il faut comprendre que tu peux assez rapidement gâcher tes 2-3 ans d'école, 4 ans d'école, à pas faire grand-chose d'intéressant, parce que tu vas te prendre dans un système de compétition de statut. Notamment, moi, mon expérience était au niveau des associations, qui était un système de statut, de tribalisme, qui était une compétition totalement tournée à l'intérieur de l'école, de qui allait aller dans l'association cool, qui allait être pas cool, qui allait être populaire, qui allait être au BDE, etc. Des trucs qui n'ont aucun intérêt dans le monde réel, et qui ont seulement une certaine perte de temps et une certaine perte d'énergie. Le paradoxe ici, c'est que ces gens idiots et matures sont souvent des gens qui sont intelligents et qui, tôt ou tard, vont se réveiller et faire des choses intéressantes. Donc, c'est pas absurde de développer des relations avec ces gens-là et de développer des amitiés qui plus tard pourront être intéressantes et pourront te construire un réseau, si tu peux le faire d'une manière à ne pas absorber l'ensemble de ta vie dans les compétitions de statuts qui sont totalement nombrilistes et qui n'ont aucun sens en dehors de l'école. Le gros avantage que tu vas avoir en école de commerce, c'est que tu vas avoir beaucoup de temps pour toi. Donc, les cours sont inutiles, elles sont de relativement bas niveau, ce qui te donne la possibilité essentiellement de travailler presque à plein temps sur ton business et à te former. Donc moi, j'ai énormément lu à partir du moment où je suis entré en école de commerce, sur la psychologie, sur le développement personnel, sur la spiritualité. C'est un moment où je me suis même mis dans la méditation. J'avais jamais eu autant de temps pour moi pour lire. J'avais jamais autant exploré. Et ça m'a beaucoup servi. Ce que j'ai fait en marge de ça. Donc, tu as beaucoup de temps. Et essentiellement, tu vois, c'est compliqué de quitter tes études ou de quitter ton boulot et de passer 2 ans à essayer de monter un business à partir de zéro. Tu vois, c'est un truc qui, socialement, a un coût qui est significatif. Mais quand tu es en école de commerce, tu as un peu ce tampon de tes études en école de commerce. Donc, tant que tu as les notes pour valider tes UV, tu peux faire un peu ce que tu veux à côté et personne ira aller te critiquer si ça te prend 2 ans pour monter un business. Tu vois. Donc, tu as du temps pour expérimenter, pour faire des choses à côté. Tu as un espèce de tampon d'approbation sociale et familiale, ce qui aussi peut avoir une certaine importance, pour expérimenter, pour lire, pour te former, pour lancer un premier business. L'autre élément qui est intéressant et qui là touche plus directement aux forces de l'école, c'est de voir comment tu peux te confronter au monde réel avec un système de stage, un système d'apprentissage, etc. Le grand problème des écoles de commerce, c'est qu'elles sont censées t'aider à te confronter au monde réel et te former, mais dans la plupart des cas, c'est beaucoup trop théorique ce qu'on te donne et tu es trop éloigné de la pratique. Par contre, si tu les cherches et si tu vas les chercher, les opportunités de mettre les mains dans le cambouis sont là. Il faut essayer de les trouver. Donc, comprends que ce que tu apprends en école et ce que tu apprends en cours n'a pas grand rapport à ce que tu vas faire dans la vie professionnelle. Si tu es entrepreneur, ça n'aura absolument aucun rapport. Si tu es dans une grande boîte et tu fais une carrière plus traditionnelle, ça aura quelques utilités. Mais globalement, tu vas te former sur le tas, en stage, etc.
Donc, essaie de trouver le maximum d'opportunités pour te mettre au contact du monde réel, en particulier si tu peux te mettre en contact d'entrepreneurs. Et pour développer ça. Donc, les écoles ne vont pas forcément te pousser à fond dessus, ils vont te pousser à faire des stages, etc. Mais ils vont par contre te fournir des opportunités, si tu veux aller les chercher, de pouvoir développer ces compétences-là. Dernier élément, c'est le concept des alumni, donc des anciens élèves, qui est assez intéressant parce que les gens vont avoir une grande attache en termes de tribalisme à leur école. Et tu peux relativement facilement contacter quelqu'un qui est passé par ton école, qui était probablement, comme j'ai dit tout à l'heure, idiot et immature à l'époque, et qui maintenant est devenu quelqu'un de très réfléchi, de très intelligent, de très accompli dans sa carrière. Et tu peux relativement facilement rentrer en contact avec ces gens qui, autrement, n'auraient eu aucune raison de te répondre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai pas tant misé que ça pendant que j'étais en école de commerce, mais que j'ai repéré un peu plus tard. Et tu pourrais même imaginer réfléchir de comment est-ce que tu pourrais monter un business qui vend aux alumni de ton école. Donc, trouver un business qui vend à des entreprises où la personne qui va prendre la décision sur l'achat ou non de ton service, c'est des personnes qui potentiellement sont passées par ton école. Et tu verras que tu auras un gros pied dans la porte et tu vas beaucoup pouvoir simplifier le niveau de confiance, créer une relation avec eux. Donc, ça peut être une version de passer en mode facile pour monter un business quand tu es en école de commerce. Mais plus généralement, pouvoir entrer en contact avec ces gens qui sont des anciens élèves de ton école sera fortement utile et forcément facilité. On a 2 autres questions de Valentin sur les écoles de commerce. Première question, c'est quel conseil donnerais-tu pour se démarquer d'un point de vue marketing en école de commerce ? On vient tous des mêmes horizons et on a tous eu les mêmes cours pour débuter. Qu'est-ce qu'un professionnel comme toi utilise réellement ? Donc, Valentin mentionne ici différents outils, Porter, le SWOT, etc. Donc, la réponse, c'est qu'un professionnel comme moi, dans ces outils, comme le SWOT, etc., les 5 forces de Porter, ce que j'utilise, c'est essentiellement 0. Donc, il faut comprendre qu'il y a 2 choses qui peuvent s'appeler marketing. En fait, tu as le marketing qui est la pub que tu vois sur TF1. C'est un marketing de branding qui est là pour construire une marque. Il y a un marketing qui est surtout déployé par les grandes marques. Et c'est ce que j'appelle, entre guillemets, le marketing de PowerPoint. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans une grande boîte, le plus important dans ton travail, c'est pas de créer du marketing qui va parler forcément aux clients, c'est de pouvoir communiquer en interne sur ce que tu fais. Donc, tu vas créer des PowerPoint, expliquer ce que tu fais. Et c'est pour ça que ces concepts théoriques, comme le SWOT, comme les études de marché, comme les benchmarks, vont être extrêmement populaires. C'est des outils qui sont tournés vers l'interne pour pouvoir démontrer ce que tu fais, expliquer ce que tu fais à ta hiérarchie, et pas vraiment des outils qui sont tournés vers l'externe, des outils de communication efficaces. Une deuxième catégorie de marketing, c'est le marketing direct. C'est les lettres de vente, c'est les pages de vente, c'est la pub Facebook, c'est un marketing qui est direct tourné vers le client, un marketing qui est chiffré et un marketing qui est basé sur les résultats. Et comme le marketing est direct et il est chiffré, il y a beaucoup moins de préoccupations de communiquer en interne, de pouvoir prouver ce que tu fais, puisque au final, si ta lettre de vente a eu un beau taux de conversion et a attiré des clients avec un coût qui est raisonnable pour l'entreprise, tu n'as pas besoin d'expliquer sur un PowerPoint que tu as fait les 5 forces de Porter. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une école de commerce va t'expliquer le marketing de branding et va jamais te parler de marketing direct. Elle va jamais non plus te parler de méthodes lean, donc les méthodes un peu d'entrepreneuriat, d'expérimentation et de test. Parce que c'est des méthodes qui sont trop proches de la pratique et qui ne rentrent pas trop dans le cadre d'un cours et d'un examen. Donc, par exemple, moi, j'ai eu des cours d'entrepreneuriat quand j'étais en école de commerce et on m'a parlé de la méthode lean. La méthode lean, au cas où il y a une confusion, c'est le bouquin Lean Startup de Eric Ries qui vous dit essentiellement de quand vous avez une idée de business, commencez par créer une version très simple de votre produit, essayez d'aller le vendre aux gens et selon les retours, vous allez faire évoluer l'idée. Donc c'est une idée de commencer petit et d'évoluer de manière itérative au lieu d'avoir un grand plan dans votre tête. Donc on a eu ce cours. Mais quel était l'examen qu'on avait derrière ? L'examen qu'on avait derrière, c'était de faire une présentation en PowerPoint de notre idée de business avec des projections de revenus sur 5 ans, ce qui est totalement absurde. Puisque si ton idée, tu n'as même pas été voir un seul client, tu n'as même pas créé une landing page, comment est-ce que tu peux savoir sur 5 ans combien d'argent est-ce que tu vas faire ? Et par le modèle de cours, d'amphithéâtre, de professeur, etc., on ne te pousse pas à vraiment à apprendre ces méthodes de testing et d'aller faire les choses. Donc là, tu as une opportunité. Puisque en cours, on va t'apprendre qu'une moitié des techniques de marketing, tu peux essayer d'apprendre l'autre moitié par toi-même. Et pour ça, tu peux aller voir ma vidéo
sur les meilleurs livres marketing qui est sur YouTube. Donc si tu tapes Marketing Mania, meilleurs livres sur YouTube, tu devrais trouver, j'ai 2 vidéos sur le sujet, une qui est vraiment sur les bouquins business marketing, une autre qui est sur les bouquins dans d'autres domaines que je te conseille aussi de lire parce que ça va te permettre d'arrondir les angles là-dessus. Donc pour être clair, ici, je ne dis pas que le marketing axé sur le branding est inutile, et je ne dis pas que c'est inutile de savoir ça, notamment si tu vas travailler dans une grande boîte, il faut comprendre les codes qu'utilisent ces grandes boîtes pour communiquer en interne. Puisque si tu ne veux pas communiquer en interne, tu ne pourras jamais avancer dans ta carrière. Mais comme tu as cette toute autre partie, et cette toute autre manière de faire du marketing, qui est une manière plus entrepreneuriale, plus directe, plus chiffrée, et qui existe et que tu peux apprendre et qu'on ne t'apprend pas en école, la meilleure manière de te différencier par rapport à des étudiants qui ont le même parcours que toi, que les mêmes cours que toi, c'est d'aller trouver cette autre moitié du marketing qu'on t'a pas appris en école. Deuxième question qui nous vient toujours de Valentin. Je vais réaliser mon premier stage en marketing cet été dans une entreprise spécialiste dans la distribution alimentaire bio. Un conseil pour un jeune débutant qui veut faire ses preuves sans faire une erreur à la Pete Campbell. Donc Pete Campbell, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des fans de Mad Men, c'est un personnage de Mad Men qui est un jeune loup avec les dents qui rayent le parquet et qui va arriver dans l'entreprise et se frotter au personnage principal qui est Don Draper. Donc l'erreur de Pete Campbell essentiellement, c'est d'être trop en insécurité dès le départ et de vouloir faire ses preuves trop rapidement et de démontrer cette ambition trop rapidement. Et c'est ça qui apparaît comme étant un problème, c'est que il essaye de faire ses preuves avant vraiment d'avoir compris comment l'environnement fonctionnait. Donc quand tu arrives dans une entreprise en stagiaire, tu vas essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et surtout tu vas poser beaucoup de questions. Le corollaire ici en matière sociale, c'est que pour être intéressant, il faut commencer par être intéressé. Donc poser des questions à la personne, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Si tu arrives dès le départ et tu essaies de prouver que tu es super malin, super intelligent, ça va vraiment bien se passer parce que tu n'as pas encore le contexte correspondant à la politique interne de l'entreprise, correspondant à la situation sur le marché, etc., pour pouvoir faire ces suggestions. À l'inverse, si tu poses beaucoup de questions et tu poses des questions qui sont intrigantes, intéressantes et bien réfléchies, tu vas pouvoir facilement impressionner les gens puisqu'ils voient ton processus de réflexion. Tu vas aussi apprendre plus vite et arriver plus vite à l'endroit où tu es vraiment capable de contribuer. Donc, n'essaye pas d'impressionner les gens trop tôt avec tes connaissances, ton intelligence, ta réflexion et commence par poser beaucoup de questions. Le point où tu peux impressionner les gens dès le départ, c'est d'être extrêmement fiable. Donc, je pense que là, c'est quelque chose que n'importe qui peut apprendre. C'est plus une discipline personnelle de vraiment, une fois qu'on t'a dit quelque chose, on sait que ça va être fait et on n'a pas besoin d'y repenser. Ça, c'est important parce que tu vas diminuer le niveau d'anxiété, d'incertitude et de volatilité que la personne qui te supervise va avoir quand il communique avec toi. Donc, il sait qu'il n'a pas besoin de te répéter les choses, il sait qu'il n'a pas besoin de surveiller exactement ce que tu fais. Et donc, ça va faire qu'il va se sentir beaucoup plus à l'aise avec toi, il va avoir un meilleur feeling par rapport à toi, il va te déléguer des choses plus ambitieuses. Donc ça, comme c'est quelque chose que tu peux faire sans vraiment avoir de compétences particulières, être fiable. Pour faire une parenthèse là-dessus, c'est une erreur que moi, je pense que j'avais fait quand j'étais dans mon premier stage. C'est-à-dire que j'essayais vraiment d'avoir des super idées, mais je pense qu'il y a des moments où j'aurais pu faire plus d'efforts pour démontrer que voilà, tout sera fait et retirer l'incertitude de savoir si les choses vont être faites dans les temps, notamment en faisant un peu les choses parfois à la dernière minute, etc. Je ne comprenais pas forcément à l'époque l'importance psychologique de faire les choses en avance et d'apporter cette réassurance à mon boss. Le point suivant, c'est de faire briller ton boss. Ça, c'est un conseil classique à la Robert Greene, auteur des 48 lois du pouvoir, qui est un concept de ne jamais essayer de surpasser ton maître, essentiellement. Pas créer cette animosité avec ton mentor. Donc, faire briller ton boss, c'est-à-dire lui filer des idées, améliorer ses projets et ne pas essayer de briller à l'extérieur au-dessus de cette personne. Et comprendre que ton destin, d'une manière ou d'autre, va être attaché à la personne qui te supervise directement et que tu dois essayer d'investir dans cette personne et l'aider à avoir l'air brillant aux autres personnes de l'organisation, plutôt que de toi-même essayer de te faire monter au-dessus de cette personne ou de toi-même essayer d'impressionner les gens directement. Ici, tu dois sacrifier un petit peu de ton ego, qui est de prendre le crédit pour tes idées, pour tes accomplissements, et l'investir à la place dans une stratégie qui est de mettre en avant la personne qui te supervise directement. Dernier conseil, c'est de saisir les opportunités
de voir de nouvelles choses ou de rencontrer du monde. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance de mettre les mains dans le cambouis. Quand tu es en stage, tu as directement les mains dans le cambouis et tu peux faire encore plus en te portant volontaire pour organiser différentes choses, et notamment en rencontrant différentes personnes dans le milieu, que ce soit des clients, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des entreprises partenaires. Plus tu peux te mettre dans ces trucs-là, plus tu vas voir de choses, plus tu vas voir de manières de fonctionner, et plus tu vas apprendre de choses intéressantes, et plus tu vas créer de contacts qui peuvent être utiles par la suite. Avant-dernière question nous vient de Léo. Que penses-tu du personal branding pour un créateur de business en ligne? Plus précisément, faut-il créer un business en ligne en son nom, faire des vidéos diffusées publiquement avec son nom et proposer des solutions aux problèmes des gens en son nom, plutôt que sous un nom d'entreprise ou un pseudonyme? Par exemple, si tu souhaites résoudre un problème et que tu découvres que l'audience n'est pas là, que ton problème est trop vague, et tu décides d'abandonner ton idée de business actuelle et relancer un nouveau business dans une autre niche, toujours en ton nom propre. Est-ce que ça pourrait créer une confusion? Et que penses-tu du personal branding quand on est amené à lancer plusieurs business dans des niches différentes? Donc ici, il faut comprendre que tu peux facilement changer d'idée, changer de positionnement, même en ton nom propre, sans que ça pose beaucoup de problèmes. Les gens ne font pas aussi attention à toi que tu le penses, et si ton premier business n'a pas marché, il va être rapidement enterré dans les archives du web, même si c'est toujours trouvable. Un bon exemple ici, c'est les chaînes YouTube. Il y a énormément de chaînes YouTube qui font différentes choses, même des chaînes YouTube qui parlent, je sais pas, de philosophie, d'histoire. Et si tu vas regarder leur toute première vidéo, ils faisaient genre des vidéos sur Counter-Strike ou quelque chose comme ça, ou du gaming. C'est assez courant. Ça ne pose pas de problème dans le sens où tout ça a été enterré et ça ne crée pas une confusion. Je pense que l'endroit potentiellement où ça pourrait créer une confusion, c'est si tu as plusieurs projets qui sont actifs en parallèle. Récemment, on a eu sur le podcast Guillaume Passaglia, le mec qui a monté Vie de Merde, qui maintenant travaille sur 5euros.com, qui travaille sur Beta Series. Comme il a plusieurs projets qui sont de haut profil en même temps, évidemment, il ne peut pas tous les appeler guillaumepasaglia.com. Maintenant, je questionnerai la valeur de donner ton propre nom à ton business. Pour moi, il faut te poser la question de quel est ton objectif ici. Et est-ce que tu veux être directement associé à ce projet? Est-ce que tu veux que le cœur de ce projet, ce soit toi? Tu ne peux pas faire plusieurs business dont tu es le cœur à la fois, parce que ça crée une confusion en matière de marque. Donc, moi, par exemple, mon business s'appelle Marketing Mania. Ça ne s'appelle pas Stan Leloup. Ça s'appelle Marketing Mania parce que dès le départ, je me suis dit que Marketing Mania, ça allait pouvoir aller au-delà de moi. Il allait pouvoir avoir des gens qui apportent de la valeur dans la boîte au-delà de moi. Et que l'élément important, c'était une certaine vision du business en ligne, ou du business en général, une certaine vision de ce qui était important, et non pas moi-même et ma personnalité et qui j'étais. Même si, dans la pratique, la manière dont Marketing Mania fonctionne aujourd'hui est très centrée autour de moi, puisque c'est moi qui présente toutes les vidéos, c'est moi qui présente tous les podcasts, c'est moi qui présente toutes les formations. Essentiellement, tu pourrais dire que ça ne fait pas de grande différence. Évidemment, là où ça fait une différence, c'est que Marketing Mania, ça existe maintenant depuis presque 4 ans. Donc, ça vient essentiellement de commencer. Moi, j'ai prévu de faire ça pendant des années, et le truc va évoluer au-delà de mon propre nom. C'est pour ça que j'ai une préférence personnelle pour mettre un nom au business qui n'est pas le mien. Je pense que le fait de te poser une question de quel est le nom de mon business et quel est le positionnement que je recherche ici, ça te force à réfléchir non pas à toi-même, mais à ton client et aux problèmes que tu essayes de résoudre et à la valeur que tu essayes d'apporter. Ceci étant dit, il y a plein de gens qui font cette réflexion sur le problème qu'ils veulent apporter et sur le client cible, tout en gardant leur nom. Je pense par exemple à quelqu'un comme Antoine BM, qui a pivoté parfois sur appeler ça Makers ou quelque chose comme ça, et appeler ça Antoine BM, mais globalement, il a beaucoup centré ça autour de lui. La différence entre Antoine BM, par exemple, et moi, c'est qu'il n'a pas la vocation à développer son entreprise au-delà de lui-même, ce qui fait que c'est pas une limitation pour lui. Pour moi, c'est une limitation. Donc la réflexion ici, c'est est-ce que le business, c'est juste toi? Personnellement, je préférerais m'ouvrir la porte à faire un business qui va au-delà de moi en donnant un nom de marque et pas un nom propre. Je me pose vraiment la question de savoir si tu vas lancer plusieurs projets, parce que tu peux lancer même plusieurs projets sous ton nom propre et évoluer toi-même dans ton positionnement au fil du temps, sans que ça pose trop de problèmes, sachant que tes anciens projets vont un peu être enterrés au fil du temps et ton positionnement peut évoluer. Donc la réflexion, c'est plus, est-ce que tu vas être au cœur du business ou est-ce que tu veux te laisser l'opportunité d'avoir un business qui va au-delà de ta personne individuelle. On arrive donc à la dernière question de cet épisode FAQ qui nous vient d'un expéditeur qui s'appelle Trucs et Astuces. La question est la suivante.
As-tu des idées un peu folles pour Marketing Mania dont tu es sûr qu'elles marcheraient, mais dont tu n'as pas le temps ou la logistique nécessaire à leur implémentation? Donc la réponse, c'est qu'il y a énormément d'idées que j'ai. Plus elles sont folles, moins je suis sûr qu'elles marcheraient. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a une question de temps, il y a une question de logistique. Actuellement, si vous avez suivi un petit peu les coulisses de Marketing Mania, vous avez peut-être vu que je suis en train de faire un recrutement. Je suis en train de recruter 2 personnes que je suis en train de faire venir à Bangkok. C'est le signe qu'on a, d'abord que le business continue à grossir avec une grosse vitesse et que rien que pour maintenir le niveau d'activité, le niveau de service actuel, j'ai besoin d'au moins une personne en plus, mais c'est aussi le signe que on développe une capacité de pouvoir faire d'autres projets. Je crois beaucoup à l'importance de se concentrer, de faire une chose à la fois et de le faire bien. Ce qui crée une contradiction à mesure que tu veux grossir et faire plus de choses, et ce qui te demande de ne pas faire des choses que tu as envie de faire tant que tu n'as pas la capacité de les faire en matière d'équipe. C'est pour ça que je recrute 2 personnes pour développer ces ressources qui me permettent d'exécuter pas mal de ces projets. Donc les projets, je vais te donner différentes catégories de projets et d'idées un peu folles que j'ai et qui me donnent envie. Les premiers tournent autour de la communauté. Une des avancées majeures, une des innovations majeures que j'ai fait sur Marketing Mania sur l'année 2018, ça a été de développer la communauté Marketing Mania Insiders, essentiellement à partir de zéro. À l'origine, j'avais juste un groupe Facebook qui était actif, mais voilà, c'était comme un groupe Facebook, c'est-à-dire que les gens passaient un peu en stand-by, poser leurs questions et avoir des réponses, et puis c'était tout. Je voulais développer une vraie communauté avec des gens qui s'entraînent, avec des gens qui se connaissent et des gens qui peuvent s'accompagner pendant des années. On a développé notamment un système de groupes de travail qu'on appelait avant les groupes Mastermind. On va matcher des groupes de 5 à 6 personnes au sein de la communauté pour avancer sur leurs projets ensemble, qui sont au même niveau, qui ont des problématiques similaires. On a fait des lives pour répondre aux questions-réponses. On a développé un forum beaucoup plus profond et qui encourage des conversations beaucoup plus intéressantes qu'un groupe Facebook, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en 2018. Et ça a été possible grâce à un recrutement que j'ai fait de Paul en mars 2018. Donc maintenant, j'ai plein d'idées de comment est-ce qu'on pourrait améliorer la communauté encore plus et qui demande de libérer du temps, puisqu'actuellement, Paul est trop occupé sur d'autres projets pour pouvoir passer sur la communauté. Donc, des choses comme les rencontres présentielles. Donc, améliorer ce sentiment de communauté en ayant des rencontres présentielles dans différents endroits, peut-être faire notre propre conférence, des choses comme ça. C'est des projets qui sont extrêmement intrigants pour moi, qui, je pense, apporteraient beaucoup de valeur à la communauté et qu'on n'a pas encore tout à fait les ressources et le temps d'organiser et de gérer la logistique. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer une fois qu'on aura pu recruter de nouvelles personnes et que les choses seront en place et qu'on va se repencher sur ces aspects de communauté et essentiellement continuer dans la lancée dans laquelle on est actuellement. Au niveau du contenu, j'ai plein d'idées et une de mes idées qui m'intéresse le plus et qui est la plus lourde à développer en matière logistique, c'est de travailler sur un système de séries documentaires sur le processus de l'entrepreneuriat. J'ai mentionné rapidement tout à l'heure la chaîne de Shane Dawson qui a créé des espèces de documentaires, une série documentaire de 8 épisodes de 45 minutes chacun qui vont en profondeur dans la psychologie d'un certain YouTuber. C'est un format qui m'intéresse, pouvoir aller faire ces enquêtes en profondeur, pouvoir faire un sujet, pouvoir aller beaucoup plus profondément que ce que font n'importe qui d'autre de mes concurrents. Donc, par exemple, sur la chaîne, le 1er janvier 2019, j'ai publié une vidéo qui dure près d'1 heure qui s'appelle Monter un business en ligne à partir de zéro en 2019 et qui rentre vraiment dans les détails. Les formats plus longs m'intéressent et notamment ajouter toute une partie du documentaire à ces formats-là. C'est quelque chose qui serait extrêmement intriguant pour moi et que je voudrais pouvoir développer. Actuellement, on n'a pas encore tout à fait la logistique, mais c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec le recrutement actuel sur lequel on est, et je pense que là-dessus, il y aura beaucoup de nouveautés, peut-être sur l'année 2019, mais en tout cas sur l'année 2020, j'ai prévu des choses intéressantes de ce domaine-là, et je pense qu'on va vraiment essayer de redéfinir la manière dont on crée du contenu et aller pousser ça vraiment à un niveau supérieur. Il y a aussi beaucoup d'idées qui sont de monter des business annexes à Marketing Mania. Il y a plusieurs motivations à ça, en fait. La première, c'est de déployer du cash, donc une problématique d'investissement. Aujourd'hui, quand vous commencez à gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois sur le business en ligne, il y a la question de qu'est-ce que vous allez faire de cet argent. Bon, tu peux soit le claquer dans des Lamborghini pour faire des pubs YouTube, dans des villas, etc. Ou alors tu peux te dire, cet argent, je l'ai quand même gagné, j'ai envie de l'investir quelque part. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux faire de l'immobilier, tu peux mettre ça dans la bourse, dans des trackers, etc., qui sont des investissements qui sont intéressants.
Le problème, c'est ces investissements qui sont accessibles à tout le monde, donc il y a beaucoup de concurrence et tu ne vas pas avoir une rentabilité qui est supérieure au marché. C'est aussi des investissements que tu ne contrôles pas vraiment complètement et c'est aussi des investissements sur lesquels tu n'utilises pas ta force, ta compétence de marketing web, puisque si tu commences à faire beaucoup d'argent en marketing web, on suppose que tu as une bonne compétence là-dessus. L'endroit le plus logique où déployer cet argent serait de le déployer dans des business web et donc de monter des nouveaux business web avec ce capital-là, avec cet investissement. Donc utiliser le capital soit pour recruter des gens, soit pour accélérer la croissance. Donc c'est mon raisonnement là-dessus. D'autres avantages de ça, c'est que ça nous permet d'apprendre, ça nous permet d'avoir des business dans différents domaines, de tester pas mal de techniques. Donc ça se nourrit aussi avec le business central qu'on a aujourd'hui de création de contenu et d'éducation sur les formations. Et ça permet aussi de fournir des études de cas. Il faut savoir que on fait des études de cas avec les clients qu'on a, mais souvent on les garde en interne sur les formations, puisque avec l'exposition qu'on donne, une étude de cas de quelqu'un, il peut y avoir pas mal de copieurs qui vont se lancer à sa poursuite. Ce qui veut dire que je suis parfois réticent à mettre en danger mes clients, ou en tout cas à leur poser de difficultés, en exposant les mécaniques de leur business de manière ouverte. Si c'était un business que je possède personnellement, ça ne me dérangerait pas forcément de créer quelques concurrents, puisque en fait, les concurrents qui sont des copieurs, je vais assez facilement pouvoir les écraser au fil du temps. Et en plus, j'en tire un bénéfice annexe, qui est que ça me permet de créer du contenu intéressant pour les gens qui me suivent. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je suis intéressé de monter des business annexes. Donc ici, il y a différentes manières de le faire. Une manière de le faire, ça serait de prendre les gens qui travaillent avec moi dans la boîte, essentiellement de recruter plus de gens pour les remplacer, et les gens que j'ai formés, qui ont bossé avec moi pendant plusieurs années sur Marketing Mania, de leur dire, voilà, on va monter ensemble un nouveau business, et moi, je vais financer le truc, et je vais prendre des parts dans la boîte, et on va monter ça ensemble. Ça, c'est un modèle qui a été prouvé depuis des années par des entreprises comme Agora, par exemple, une des plus grosses entreprises de marketing direct aux États-Unis, qui fonctionne essentiellement sur ce modèle-là, et ils vont prendre leurs meilleurs copywriters et vont leur permettre de monter des boîtes dont Agora va avoir des parts, et ils montent comme ça un espèce de réseau d'entreprises, un espèce d'empire qui est assez intriguant pour moi. Une autre manière de faire ça, c'est d'avoir un système, par exemple, d'incubateur, où on pourrait louer une villa quelque part en Thaïlande avec X chambres, faire venir des gens ici qui ont une bonne idée de business et qui ont une éthique de travail qui est solide, financer toutes leurs dépenses, apporter un soutien logistique sur leur site, surtout la partie technique, sur la partie marketing, apporter du coaching, etc., leur permettre de décoller assez rapidement et prendre une part sur ces business-là. Ça serait un modèle qui serait aussi intéressant. Et le troisième modèle qui serait intéressant là-dessus, c'est tout simplement de racheter des business en ligne, d'implémenter tous nos idées marketing dessus pour les faire doubler, tripler de taille, et après soit les revendre avec une grosse plus-value, soit de les garder et de les faire tourner et d'automatiser ça avec une équipe et de les faire tourner dans un portfolio et d'avoir comme ça un portfolio du business en ligne qui rapporte des revenus tous les mois et sur lesquels on peut à la fois tester nos idées marketing et puis à la fois on a pu les faire grossir. Donc là, c'est toutes des idées où on aurait une rentabilité sur l'argent investi qui est largement supérieure à ce qu'on aurait sur de l'immobilier ou sur de la bourse. Et si on veut pousser cette idée-là vraiment dans ses retranchements, une fois que j'ai commencé à investir mon propre argent pour acheter des business et les revendre ou monter un espèce de fonds d'investissement, de private equity sur du business en ligne, et là, je vous parle d'un horizon à très long terme et je fantasme un petit peu. Ce n'est pas des projets qui sont aujourd'hui concrets, mais ça vous donne la réflexion que j'ai d'un point de vue stratégique là-dessus. C'est de dire, voilà, on a investi 1 million d'euros là-dessus. On va monter un fonds de 10 millions d'euros et on va faire la même chose, mais en 10 fois plus gros, et on va répéter le process, mais avec l'argent extérieur. Donc, on va essayer de lever des fonds, lever des investissements qu'on va pouvoir nous investir et essentiellement utiliser un business model qui s'appelle de la private equity dans le business en ligne. Voilà, je suis très loin d'être à un niveau où on est capable d'implémenter un truc comme ça, mais ça serait intriguant parce que ça fait levier sur toutes les compétences marketing et sur toutes les compétences logistiques et techniques qu'on est en train de monter en interne. Et si tu me dis où est-ce que je serai dans 10 ans, j'ai un peu cette vision-là, que Marketing Mania aura donné naissance à beaucoup d'autres business sur lesquels on va implémenter les idées marketing, soit qu'on aura démarré à partir de zéro, soit qu'on aura racheté, soit qu'on aura incubé, et que tout ça
va à la fois se nourrir de Marketing Mania, donc de la légitimité que ça apporte, de la capacité à pouvoir attirer des talents. Donc ça, c'est la force de Marketing Mania qui va nourrir ces autres business. Et à la fois, les business vont nourrir Marketing Mania avec la possibilité de pouvoir tester des idées, la possibilité de pouvoir avoir des études de cas qu'on peut partager, par exemple, de manière publique, etc. Donc c'est les idées un peu folles que j'ai aujourd'hui sur Marketing Mania, en sachant que ce sur quoi je suis concentré aujourd'hui, c'est vraiment continuer à solidifier la position qu'on a aujourd'hui sur YouTube, continuer à exploser la chaîne, continuer à publier du contenu qui est intéressant et qui peut développer l'audience, continuer à publier des formations qui sont de la meilleure qualité possible sur le marché, continuer à développer la communauté pour pouvoir vraiment aider les gens à réussir grâce aux formations. Donc pour le moment, je reste très concentré sur les choses qui marchent, mais je garde en tête l'idée que je développe aussi ces compétences entrepreneuriales, ces compétences de management et cette équipe qui va plus tard pouvoir porter des projets qui vont au-delà de ce que je fais aujourd'hui. Voilà, c'était la dernière question. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode et vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur marketingmania.fr et sur la page d'accueil, vous allez avoir accès à différents guides gratuits, notamment le guide pour construire votre audience. Si vous partez de zéro et vous voulez monter un business, c'est le meilleur endroit où commencer. Ça s'appelle « Comment construire une audience qui achète ?» marketingmania.fr/audience. Et vous allez avoir les conseils en matière de positionnement, par où commencer, quelles sont les choses qui sont importantes quand vous démarrez, quelles sont les choses qui sont moins importantes quand vous démarrez. Donc ça, c'est marketingmania.fr/audience. Un autre guide qui est intéressant par rapport à ce dont on a parlé dans cet épisode, c'est le guide de l'entrepreneur productif, comment devenir un entrepreneur productif, qui se trouve à l'adresse marketingmania.fr/productif et qui vous expose la psychologie dont vous avez besoin pour réussir dans le business en ligne, comment vous organiser, comment créer des plans de 90 jours, comment vous concentrer sur l'essentiel, comment combiner la pensée à long terme, la pensée stratégique sur un horizon de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, et le fait qu'aujourd'hui, cette semaine, vous devez avoir un plan très concret avec des actions, et je peux vous expliquer comment intégrer ces deux-là et comment avoir aujourd'hui des actions qui sont totalement alignées avec vos objectifs de long terme. Donc ça, c'est marketingmania.fr/productif. Et finalement, si vous avez apprécié cet épisode et si vous voulez avoir votre question dans une future FAQ sur Marketing Mania, il suffit d'envoyer un email à l'adresse faq@marketingmania.fr, donc c'est faq@marketingmania.fr, et votre email sera automatiquement ajouté à la liste des questions potentielles qu'on pourra traiter plus tard. Quelques petites notes là-dessus. J'essaie de privilégier les questions qui ont été posées par audio. Donc si vous avez un téléphone, et évidemment que vous avez un téléphone qui n'a pas de téléphone, enregistrez un petit message vocal de moins d'1 minute et envoyez-le en pièce jointe du mail. Ça augmentera les chances que votre question soit sélectionnée pour un futur épisode. Sinon, vous n'avez pas besoin de renvoyer les questions qui ont déjà été envoyées parce que on les a gardées peut-être pour un épisode futur. On peut bien sûr pas traiter toutes les questions puisqu'on a reçu beaucoup plus de questions que je n'ai capable d'en traiter en 1 heure. Mais si vous avez une question intéressante à laquelle vous pensez que j'aurais envie de répondre ou à laquelle simplement vous avez envie d'avoir une réponse, envoyez ça à l'adresse faq@marketingmania.fr, de préférence un message vocal de moins d'1 minute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Marketing Mania.